sommeil, effectivement, c'est un temps important dans notre quotidien. Il y a une succession de différents stades du sommeil. On a un sommeil lent léger, un sommeil profond et un sommeil paradoxal. Si on s'intéresse plus particulièrement à l'activité onirique durant le sommeil, on peut avoir des rêves et des cauchemars. Rêve et cauchemar, c'est un petit peu la même chose d'un point de vue neurobiologique. Ce qui change, c'est la tonalité émotionnelle. Effectivement, dans un cauchemar, c'est une tonalité plus négative, plus angoissante. Alors, comment fonctionnent nos rêves et cauchemars? Le contenu de rêves et cauchemars est basé sur ce qu'on a vu, vécu et imaginé sur les 3 dernières semaines. Puisqu'en fait, le fonctionnement des rêves et des cauchemars est de digérer. Donc c'est pour ça que le contenu de ces rêves peut être un petit peu anarchique, puisque souvent c'est fait d'un mélange de petits bouts de différents événements qui sont un peu reconstitués un peu durant la nuit. Moi je vois souvent des gens qui se plaignent de leurs cauchemars. En fait, on a différentes techniques pour pouvoir agir sur ça, pour que de manière aussi non médicamenteuse en thérapie, ce que ça s'appelle la thérapie des cauchemars, pouvoir modifier le contenu pour que quelqu'un qui a des cauchemars plusieurs fois par nuit, toutes les nuits, puisse les diminuer, que ça soit en fréquence et en intensité, et puisse avoir un meilleur sommeil et diminuer éventuellement une appréhension du sommeil. Ce qu'on a vécu, malheureusement, on ne peut pas trop le changer. Ce qu'on a rêvé, non plus. Par contre, ce qu'on a imaginé, oui. Et donc l'idée, c'est de retravailler le contenu de certains cauchemars pour les modifier dans un contenu plus positif, de manière après à ce que le patient puisse le répéter par, on appelle des techniques d'imagerie mentale, se le refaire au fur et à mesure plein de fois, de manière entre guillemets à infuser des scénarios alternatifs positifs. Il y a toute une création un peu comme un storyboard d'un film où il y a des séquences qui s'accélèrent, et dans le cauchemar, avec une intensité émotionnelle qui évolue jusqu'à son paroxysme et donc le réveil. Et donc on va demander à la personne de fermer les yeux, d'imaginer ce scénario et de se le répéter plein de fois. Et on voit après qu'au fur et à mesure, on a de moins en moins de cauchemars et un peu plus de rêves. Mais on peut avoir d'autres phénomènes qui s'appellent soit des paralysies du sommeil. C'est assez angoissant déjà pour les personnes, bien que certaines personnes y éprouvent du plaisir. C'est en fait le fait de se réveiller et ne pas pouvoir bouger. En fait, ça s'explique par, il y a une partie du cerveau qui est réveillée, l'autre endormi, et donc on a cette manifestation qui n'est pas dangereuse, mais qui peut être assez angoissante, notamment la première fois quand on l'expérimente. Et il peut y avoir aussi des sensations complémentaires, comme une impression aussi de sortir du corps. Quand ça arrive une fois, quelques fois au cours de la vie, il n'y a pas du tout de matière à s'inquiéter d'un point de vue médical. C'est très impressionnant, mais ce n'est pas dangereux. Par contre, quand on voit que ça se répète de manière très fréquente, on peut se poser la question, et c'est important qu'il y ait une évaluation médicale, parce qu'il y a certains troubles du sommeil où on peut avoir ces symptômes-là, notamment dans la narcolepsie. Et il y a aussi d'autres phénomènes qu'on peut avoir durant le sommeil, notamment si on parle aussi dans la narcolepsie, des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Si on a une hallucination au moment de l'endormissement et ou au moment du réveil. Et ça peut être des manifestations de plusieurs types. Ça peut être des choses auditives, ça peut être visuel, on voit des ombres passer, et ça peut être des hallucinations synesthésiques, c'est-à-dire des sensations dans notre corps. La plus fréquente, c'est peut-être l'impression de tomber au moment où on s'endort. Sur la partie du contenu des rêves et des cauchemars, c'est une partie où il y a encore pas mal de recherches et on ne sait pas tout. Le fait de donner du sens aux rêves ou aux cauchemars, des fois ça peut être assez évident, c'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment un trouble anxieux, des peurs paniques, etc., le contenu de ses rêves peut être en lien avec son état émotionnel, mais aussi il y a des fois dans certaines situations, on peut avoir des rêves très étranges alors qu'il n'y a pas forcément quelque chose en parallèle. Des fois ça peut être des peurs irrationnelles ou des peurs qui peuvent être influencées par ce qu'on entend dans l'actualité, etc. Les personnes me disent est-ce que c'est normal, je ne rêve pas? C'est normal, c'est pas inquiétant, mais souvent en fait il y a une amnésie des rêves et des cauchemars. Et donc au cours de la nuit on a tous des petits micro-éveils, donc en fait on peut avoir ces petits éléments, mais on les oublie rapidement.
verbe rêver vient d'un très ancien mot qui voulait dire errer, vagabonder, perdre le sens. Et c'est aussi quelque chose qui nous indique qu'il y a quelque chose de l'ordre du voyage. Mais ce n'est pas le voyage qui est prévu, qui est programmé, où on sait qu'on va aller d'un endroit à un autre. Quand on vagabonde, quand on divague, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Et il y a une forme de lâcher-prise dans le fait de rêver, ce que l'on retrouve dans le chamanisme. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont du mal à s'endormir, parce qu'ils ont du mal à lâcher, parce qu'ils ont peur. C'est très important de renouer avec la prise de conscience que le moment où on va dormir, c'est un moment important, et peut-être tout simplement avoir des respirations, se reconnecter pour pouvoir lâcher. Il y a une chose qu'il faut regarder, c'est l'origine lexicale du terme, hein, l'étymologie populaire qui viendrait du patois picard ou normand, avec deux mots qui sont combinés. Le fait de cocher ou chocher, qui vient de presser, fouler, écraser, comprimer. Marais, qui serait un spectre femelle malveillant, un spectre venu du folklore nordique, parce que certains disent que c'est la jument de la nuit, mare, à partir de l'anglais mare. Si on remonte dans le temps, on trouve des antécédents déjà dans l'Antiquité, avec, à l'époque latine, l'incube et la succube. Alors l'incube, c'est un démon masculin qui a des relations sexuelles avec les femmes endormies, et le succube, à l'inverse, c'est un démon féminin qui séduit les hommes et qui abuse d'eux pendant leur sommeil. Pour comprendre le cauchemar, il faut en comprendre les formes. Je renvoie aux travaux des ethnographes qu'on appelait folkloristes aussi au XIXe siècle, en particulier à Paul Sébillot, qui en 1900 publie un livre qui s'intitule « Le folklore de France », dans lequel il fait des collectes auprès de tout un ensemble de gens dans les différentes régions françaises pour savoir quelles sont les représentations des esprits de la nuit. Quand on va dans le détail comme ça des croyances populaires, on trouve des types de cauchemars très divers en fonction des populations, et on trouve des thématiques en fait mythologiques autour du passage du char de la mort, autour de la chasse nocturne, donc des thématiques inquiétantes qui reviennent dans l'ensemble de la population. En Bretagne, on a par exemple les esprits de la nuit, qui sont des êtres de petite taille, qui s'assiedent sur la poitrine des gens endormis et qui les oppressent. L'anthropologie des cauchemars, elle voudrait aller voir comment le milieu populaire se protège collectivement en fait, des mauvais rêves, plutôt que de ramener le mauvais rêve à une problématique seulement individuelle. Alors, pendant le Covid, on a eu beaucoup de notes comme ça. On a constaté une résurgence de ces pantasimes, de ces vieilles croyances. Quand la médecine s'avère impuissante à guérir quelque chose, on va inventer des croyances. On a des auteurs en anthropologie qui ont constaté que dans certaines sociétés, il y avait des rêves qui étaient récurrents et qui signifiaient certaines choses. Freud, en fait, lorsqu'il s'intéresse à l'inconscient, il décide un peu arbitrairement que le rêve, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous-mêmes, donc il décide que le rêveur, c'est un être solitaire qui est coupé du reste de la société. Alors que nous, en anthropologie, on essaye au contraire de comprendre comment le rêve fait rentrer en connexion le rêveur avec des schémas mythologiques qui sont prescrits par la société. Donc ce que dit l'anthropologie, et que ne dit pas la psychanalyse et que ne dit pas la psychologie en général, c'est qu'il existe un pays des rêves et qu'on peut agir sur nos rêves en fait, et sur les rêves en général. Donc ça aussi, ça renvoie à des conceptions qui sont très anciennes, des conceptions qui viennent du monde latin, du monde grec, comme quoi il y aurait deux faces dans le sommeil. L'une communique avec la mort, l'autre communique avec la vie. D'autres auteurs latins disent qu'il y aurait deux portes, une en corne, une en ivoire. Alors celle en corne, c'est la cornée dans l'œil, et celle en ivoire, ce sont les dents. Donc il y aurait ces deux portes, les yeux et la bouche, qui permettraient de faire entrer et sortir le souffle, de faire entrer et sortir les choses que l'on voit et qui les répercutent dans l'inconscient. Ces portes-là, ces portes du rêve, c'est des portes que les dieux et les hommes utilisent pour communiquer avec l'autre monde. Quand on dort, on sait bien que c'est un peu comme si on était mort. Donc c'est cette idée que le rêve permet de communiquer avec l'autre. Que le rêve, chez les Grecs anciens, c'est Hypnos, le dieu des rêves. Et il se trouve que son frère jumeau, c'est Thanatos, donc la mort.
Et donc, c'est intéressant de remarquer à quel point le sommeil et la mort sont très proches dans la pensée grecque. Aujourd'hui, on le perçoit encore parce que beaucoup de gens font des insomnies parce qu'ils ont peur, quelque part, quand on rentre dans le sommeil, eh bien, c'est un peu comme si on rentrait dans une petite mort, en fait. Et d'ailleurs, c'est une petite mort d'une certaine manière. Et quand on se réveille, on est une autre personne de toute façon. Parce qu'il faut quand même savoir que pendant la nuit, pendant qu'on rêve et qu'on dort, eh bien, toutes nos cellules, physiologiquement, ça se régénère, etc. Il y a un énorme travail de notre corps à ce moment-là pour réparer tout ce qu'il y a à réparer. Et à ce propos, dans l'Égypte ancienne, il existait un lien entre le dieu du sommeil et le dieu de la médecine. Et ils avaient des lieux comme ça, qui étaient comme des sortes de sanatoriums, où les personnes malades allaient exprès dans ces lieux pour dormir, parce qu'ils avaient déjà conscience que le sommeil était réparateur, et ils pensaient que pendant ce moment-là, les dieux venaient les guérir. Le cauchemar, il est construit à partir de 2 mots. Le mot coche, qui est un vieux mot français qui veut dire presser, fouler, donc il y a la sensation d'oppression de la poitrine, et le mot mar, qu'on retrouve d'ailleurs dans Nightmare et dans beaucoup d'autres mots en Europe, le mot mar vient du néerlandais et il veut dire fantôme de la nuit. Parce qu'il y avait une croyance qui est de l'ordre du moment où on bascule dans le sommeil, la frontière entre les mondes devient poreuse et on peut voyager, avoir des apparitions, rencontrer des défunts, rencontrer des grands guides, etc., etc. Il y avait aussi la croyance que c'était les esprits qui allaient induire des rêves en nous, voire des cauchemars. On a cette croyance que parce que le cauchemar nous fait peur, parce que le cauchemar va révéler des images violentes, alors c'est négatif. Souvent, en plus, quand on se réveille, on peut trembler, on peut pleurer. Ça peut durer longtemps dans la journée, voire même durer quelques jours. Une sensation désagréable. On ne sait pas quoi faire de nos cauchemars. Il y a des gens, les cauchemars se répètent pendant plusieurs années. Et en fait, ils le voient comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très positif. Dans la vie, c'est pareil. On peut vivre des choses qui sont horribles et tragiques et les vivre très mal. Et effectivement, c'est des choses qui sont tragiques au moment où on les vit. Mais c'est peut-être les plus belles leçons de sagesse qu'on va avoir dans notre vie parce qu'en maturant tout ça, on va acquérir de la sagesse, on va acquérir un savoir, on va peut-être changer notre regard sur la situation ou sur nous. Parfois, les plus grandes leçons de sagesse ne se font pas toujours dans la lumière. Elles peuvent se faire aussi dans l'obscurité. Et le cauchemar est un cadeau, autant que le rêve est un cadeau. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On pense que c'est quelque chose qu'on vit comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi, on subit ça plus ou moins. Il y a la psychologie qui a débarqué, qui a heureusement eu l'intelligence de s'en saisir pour en faire quelque chose pour la thérapeutique, pour travailler sur la psyché, pour travailler sur l'individu. Donc on a quand même dans notre société occidentale la partie des rêves, mais aujourd'hui, c'est quand même un petit peu abandonné. On va rarement voir un psychologue qui va analyser, enfin, toute la partie justement de l'analyse des rêves a tendance à disparaître. Parce qu'on relègue ça dans l'idée que c'est des croyances. Et donc, à partir du moment où c'est des croyances, c'est mal perçu. Alors qu'en fait, ce sont des cadeaux. Quand on commence à s'intéresser au chamanisme et qu'on a la chance de rencontrer un chaman et d'être initié, donc je remercie déjà mon maître Raven Barbarali qui m'a enseigné le chamanisme, mystique chamanisme. Dans les enseignements, on apprend beaucoup de choses et les rêves sont une partie très importante, fondamentale, parce qu'on va travailler avec les rêves. Donc en fait, on va apprendre à devenir, entre guillemets, un rêveur lucide. Ça veut dire qu'on va, avant de s'endormir, demander déjà de se souvenir de son rêve, parce que ce n'est pas toujours évident. On va demander, par exemple, de recevoir des informations, si on a besoin. On va demander d'y voir plus clair sur une situation. Et on va solliciter pour ça l'aide de nos guides, en fait, de ceux qui nous permettent de cheminer dans ce monde qu'on dit, grâce à Corinne Sobrin, le monde plus grand. C'est cet endroit-là où on peut vivre tout ce que l'on ne peut pas vivre dans la matière et dans le réel. Et c'est un lieu magnifique pour aller guérir des choses. On ne va plus vivre le rêve de façon totalement passive, mais on va devenir un acteur de son rêve aussi. On connaît les rêves prémonitoires, on en a déjà parlé depuis longtemps en Occident. Donc ça, c'est des rêves particuliers, qui sont des rêves qui nous permettent de savoir à l'avance des choses qui vont se passer. Alors, ce n'est pas très agréable parce que c'est un peu comme l'histoire d'Oedipe. Il fait tout pour fuir, mais finalement, on ne peut pas y échapper. Donc, c'est aussi la question de est-ce que les choses sont déjà écrites à l'avance ou pas? Est-ce qu'on peut les changer ou pas? Ça vient interroger tout ça. Dans la psychanalyse, on part de l'idée que le rêve, c'est la psyché qui se manifeste sous des formes métaphoriques et symboliques
Mais c'est la psyché de la personne elle-même qui se manifeste dans le rêve. Donc c'est quelque chose d'intime, d'intérieur, qui prend des formes imaginaires dans la nuit. Et dans le chamanisme, on pense que les mondes s'interpénètrent et qu'en fait on change de plan et qu'on peut voyager dans les mondes, le monde inférieur, le monde supérieur et le monde du milieu. Les rêves nous permettent d'accéder à ce monde plus grand, invisible en fait. Comme le mental il est débranché, ça se passe de manière énergétique, dans le subtil. En fait, c'est quelque chose de l'ordre du subtil. C'est pas le chamanisme qui a raison ou la psychologie qui a raison, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être aussi une rencontre entre la psyché, l'âme qui se manifeste avec ce monde plus grand. Je faisais des terreurs nocturnes quand j'étais petit. C'était vraiment... Maintenant, ça s'est arrêté, mais c'était jusqu'à mes 12-13 ans. Tu vois des choses que les gens voient pas. Un jour, je sais pas, on va dire que j'avais 6-7 ans, et je me réveille, gros cauchemar. Il y a un truc qui revenait souvent, c'est que je me claquais dans les mains super fort tout le temps, et je sais pas pourquoi. Et c'est ma sœur qui, en pleine nuit, elle vient me voir, elle vient me récupérer, et elle sait pas quoi faire, elle me prend dans les bras, j'étais encore un petit gosse, et elle fait « mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas et tout, qu'est-ce qui se passe ?» Et moi je la regarde, et je regarde derrière elle, et je suis là, il y a Jack derrière toi. Mais je sais pas si je voyais Jack ou si je voyais autre chose, mais je l'apparentais à quelqu'un qui s'appelait Jack. Je me réveille d'un coup, je clappe des mains. Je crie de plus en plus fort. Bah là, c'est ma mère qui arrive, qui ouvre la porte, et en même temps qu'elle ouvre la porte, t'as une horde de chevaliers. Pourquoi, je sais pas, mais t'as une horde de chevaliers qui passent, qui crient comme s'ils étaient en train d'assiéger un château, en fait. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il y a des éboulements, il se passe tellement de choses. Et t'as ma mère qui est au milieu de tout ça et qui comprend rien. J'ai 18 ans, je suis pas allé voir de spécialiste ou quoi. Je saurais toujours pas l'expliquer, maintenant ça s'est calmé, ça a duré jusqu'à mes 12 ans. Il y a toujours des personnages qui reviennent en boucle. C'était vraiment toujours lié à ce que je voyais, ce que je regardais et tout ce que je vivais en fait dans la vie quotidienne. Ouais, mes terreurs nocturnes, elles ont commencé quand j'avais à peu près 10 ans. C'était en rapport avec la mort, parce que à cet âge-là, on a tous un peu peur plus ou moins de la mort. J'en faisais quand j'étais petite, donc à 10 ans, pas beaucoup. Et en fait, je comprenais pas trop ce que c'était, je comprenais pas trop d'où ça venait. Je prenais ça juste comme un cauchemar, un peu plus terrifiant qu'un cauchemar. Et ça revenait pas souvent, quoi, une fois tous les 2-3 mois. Et ça m'avait un peu traumatisée à l'époque. Genre, je faisais des terreurs. Et ensuite, je me réveillais en dehors de mon lit, devant ma fenêtre. Donc ça me faisait assez flipper et je comprenais pas pourquoi je me réveillais là. Et plus je grandissais, plus j'en faisais assez régulièrement. À mes 14 ans, je pense que c'est l'année où j'en ai fait le plus. J'en faisais 2-3 fois par semaine. C'était assez souvent la même chose. J'arrivais pas à bouger. J'étais terrorisée de peur, de stress, d'angoisse. En fait, je me réveillais dans ma chambre, comme si je me réveillais d'un rêve, d'un cauchemar. Et j'arrivais pas à bouger. Genre, je pouvais juste regarder autour de moi. Je voyais rien. Et à un moment, je clignais des yeux et apparaissait un homme.
au fond de ma chambre, tu vois juste une silhouette. Il était très grand, il allait genre jusqu'à mon plafond. Tu sais, les membres très longs et il bougeait un peu. Et des fois, je voyais juste son sourire. Mais il y a une fois où j'ai distingué son visage, où c'était archi perturbant. Parce qu'il me disait trop un truc, le visage. C'était un visage un peu déformé, humain. Au fur et à mesure des nuits, il se rapprochait. Et une fois, il était genre juste à côté de ma tête. C'était le plus flippant. Parce que en fait, j'entendais son souffle et je sentais son souffle près de mon visage. Tu sais que c'est faux, mais t'as trop l'impression que c'est réel. Tu peux rien faire. Tu peux pas bouger. Quand tu te réveilles, tu peux en parler et tout, mais tu sais que le lendemain, ça va revenir. Et du coup, j'avais peur de dormir, en fait. Je voulais pas m'endormir. Vers mes 15 ans, donc quand j'étais en 3e, j'en ai moins fait. J'en faisais toujours. Mais à cette époque, en fait, j'ai banalisé le truc. Peut-être qu'un jour, ça va s'arrêter, peut-être pas, mais vis ta vie. Et puis voilà. C'est un cauchemar, quoi. Genre, je me persuadais moi-même que c'était rien. À partir de là, j'ai eu des événements dans ma vie qui m'ont fait aller voir un psy par rapport à la mort, du coup. Donc ça s'appelle un EMDR. C'est un psy qui aide à pas oublier, mais à voir autrement les traumatismes. Et en fait, on a conclu que du coup, mes terreurs nocturnes, elles ont débuté à cause d'un traumatisme quand j'étais petite, lié à la mort, et plus particulièrement au suicide. Du coup, c'est pour ça que je pense que je me réveillais devant les fenêtres et tout ça. Ça m'a traumatisée plus après, quand j'ai conscientisé le truc, que quand j'avais 10 ans et que je captais pas pourquoi je me réveillais devant ma fenêtre, quoi. À partir du moment où je suis allée voir le psy, j'en faisais moins. J'en faisais quand même de temps en temps, mais ouais, beaucoup, beaucoup moins. Là, aujourd'hui, j'en fais presque plus. J'en fais peut-être une fois par an, je pense, je dirais. Et j'ai une vision moins traumatisée de la chose. C'est toujours autant flippant quand t'es dedans, mais j'arrive quand même à me dire ok, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. Et au bout d'un moment, je me réveille sans trop avoir peur.